Hello et bienvenue sur Parole du bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nina et on va parler ensemble des bouffées délirantes et de leurs conséquences, notamment sur le diagnostic en tant que personne bipolaire. Et tout d'abord, je te laisse te présenter, Nina. Salut, je m'appelle Nina Schiapouche, je suis journaliste, j'ai 27 ans et j'ai été diagnostiquée bipolaire il y a 4 ans, donc à la suite d'une bouffée délirante aiguë, qui est une crise un petit peu amplifiée, très très extrême, puisqu'au final, on a des hallucinations, en tout cas moi ça a été mon cas. Et j'ai voulu raconter un petit peu mon histoire dans mon livre Témoignages bipolarité du délire à la Renaissance, publié aux éditions du Lys Bleu. Et actuellement, j'essaye un petit peu d'en parler par d'autres biais que l'écriture pour sensibiliser aussi à cette maladie qui est quand même encore taboue, malheureusement, en tout cas en France, c'est mon sentiment. J'ai l'impression qu'on n'est pas assez aiguillé sur les maladies mentales. La bipolarité, c'est encore un petit peu difficile comme sujet à aborder. C'est très jugé dans cette société. Je ne sais pas quel est ton ressenti par rapport à ça. Donc voilà, moi, pour la petite Ouais, mais présentation. bon, c'est encore le cas. Ça évolue pas mal. Moi, je vois beaucoup de choses positives, mais je suis assez d'accord dans l'ensemble. Petit à petit, on avance, mais on a quand même encore un gros train de retard, je pense, par rapport peut-être à nos amis anglo-saxons, qui sont peut-être un peu plus éveillés peut-être sur ce sujet-là. Il y a peut-être un peu moins de jugement, peut-être mieux d'accompagnement aussi mental, psychologique. C'est que mon avis, mais on avance vers un peu mieux de compréhension, heureusement. Ouais, non, et on fait partie justement de ça, hein, au final, grâce à toi avec ton livre, grâce au temps qu'on passe, par exemple, sur le podcast. Bien sûr. Peut-être, si tu peux, parce que bouffée délirante, même Oui. bouffée délirante aiguë, c'est des termes qu'on entend un peu. Des fois, on utilise bah, des acronymes, hein. Toi, tu parles des fois de BDA, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, je pense que peut-être que certaines personnes ont déjà entendu ce terme-là, peut-être dans les médias, dans des faits divers, où on parle peut-être d'un père de famille qui a eu une bouffée délirante aiguë et qui a balancé tout le monde de son balcon. C'est déjà arrivé, j'ai déjà écrit sur ce genre de sujet. Ou alors, je crois que c'est le rugbyman Christophe Domenici qui a peut-être eu une BDA qui aurait conduit à son suicide. Enfin, on en parle comme ça souvent dans des faits divers. Malheureusement, c'est pour ça aussi que la maladie mentale, je pense, est assez stigmatisée, parce qu'on la voit souvent dans des cas un peu extrêmes. Et ça l'est en fait, parce que c'est une crise totalement extrême. Quand je l'ai eue, j'étais au Japon. Donc, j'étais partie faire un voyage avec mon papa et ma tante. Première fois au Japon, à Tokyo, c'était extraordinaire, très peu de sommeil, parce que souvent, c'est ce qui est relié à la maladie. On dort très peu, on a envie de profiter un maximum. Et petit à petit, en fait, jour après jour, je m'enfonçais dans cette spirale infernale de l'insomnie jusqu'à dormir peut-être 2-3 heures par nuit. Donc au début, c'était pour profiter de ce voyage. C'était génial, vraiment, le Japon, c'est extraordinaire, vraiment. Je conseille à tout le monde au moins une fois d'aller là-bas quand c'est possible financièrement, parce que c'est une expérience folle. Mais qui dit expérience folle, dit aussi chute tout aussi folle. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'ai eu beaucoup j'ai été un peu déphasée par rapport à la spiritualité du pays qui est très forte. Il y a beaucoup de temples, il y a vraiment ce côté respect, la religion qui est très présente d'une façon ou d'une autre, quelque chose de très ouvert aussi. C'est pas forcément un temple fermé, enfin une église, une cathédrale où vraiment il y a des horaires d'ouverture, de fermeture. Là, tout est ouvert, il y a vraiment. Enfin, j'ai complètement divagué et cette fameuse BDA s'est installée petit à petit. Au début, c'était une petite crise maniaque dont je ne connaissais pas le terme puisque je ne savais pas que j'étais bipolaire à ce moment-là. J'avais que 20 ans, 22 ans. Je ne sais même plus, j'avais la vingtaine, donc j'étais encore très jeune. Et surtout, je sortais d'un burn-out à Paris, ce qui fait que ce voyage a eu encore plus de sens que s'il m'en avait eu dans un simple voyage comme ça, entre le lundi et le mercredi. C'était pas juste un petit voyage, c'était vraiment le voyage de ma vie. Je le voyais comme ça. Parce que le Japon, je pense que c'est pas n'importe quand qu'on peut se le faire. C'est quand même extrêmement cher, c'est extrêmement loin. C'est un vrai voyage. Donc, comment dire, cette BDA s'est un petit peu installée petit à petit. Et le vrai souci, c'est que je me rendais pas forcément compte au début. On a l'impression qu'on a une petite crise qui s'installe petit à petit. Juste, on dort très peu, on mange très peu, on parle beaucoup parce qu'on est très heureux. Mais c'est pas juste ça. En fait, le problème, c'est que petit à petit, on s'enfonce dans la crise, on dort de moins en moins et c'est de moins en moins calculé.
C'est-à-dire qu'au début, ça m'allait très bien, moi, de dormir 3-4 heures pour profiter un maximum de la journée et de la soirée au Japon. Je me disais, j'ai que 10 jours top chrono pour pouvoir en profiter au maximum. Et au final, bah, je me suis un petit peu enfoncée là-dedans et j'ai fini par ne plus dormir du tout, très peu manger, marcher 20 à 25 000 pas par jour tous les jours et partir en live, en fait, en résumé. Et donc, c'est à mon retour en France, donc fin janvier 2020, mi-janvier 2020, c'est encore un petit peu flou tout ça. Arrivée en France, j'ai dû directement reprendre le travail le lendemain, donc avec le jet lag, ce qui est une très mauvaise idée, sachant que, bah, il y a quand même, je sais plus quel était le décalage horaire, mais on avait quand même quelques heures d'écart. J'avais aussi envie au Japon de profiter un maximum de mes proches, de leur partager un maximum mon voyage par message, par appel, alors qu'on n'avait pas du tout le même rythme de vie. Ce qui fait que j'étais accrochée à la journée au Japon et à ma soirée aussi reliée en France, même s'il était encore très tard ou très tôt au Japon. Et donc, au retour en France, bien évidemment, j'étais pas capable de retravailler parce que j'étais encore dans cette ébullition, j'étais encore dans ce pétage de plomb. Je le sentais venir, vraiment, je me rendais compte. Mon père aussi a commencé à se rendre compte que j'étais un petit peu en repeat, en fait. Je répétais toujours les mêmes choses, je parlais énormément, je partais dans tous les sens, j'étais intenable. Mais en même temps, il n'est pas psychiatre, mon père. Donc au final, il n'a pas vu la chose arriver. Il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je pense qu'on n'est peut-être pas assez renseigné aussi en tant que non malade sur les symptômes, sur jusqu'où ça peut mener. Et surtout, bah, même si j'avais vu plusieurs psychologues dans ma vie, bah, j'ai jamais eu vraiment de personne qui m'a dit ah oui, il y a potentiellement une petite maladie qui traîne. Donc, arrive en France, pétage de plomb, qui fait qu'au bout de 1 heure, je me rends compte que je peux juste pas travailler. Donc, j'ai dû m'arranger avec ma supérieure en lui prétextant quelque chose. Je le raconte dans mon livre, mais j'avais prétexté un problème de connexion, de fibre Internet, parce que du coup, je travaillais en télétravail, comme je suis journaliste et rédactrice. Et c'est vraiment pas dans mes habitudes. Je suis très professionnelle. Quand j'ai des engagements, je les honore, je vais jusqu'au bout. Et là, c'était pas possible. C'était pas possible parce que j'avais ma musique à fond, je partais dans tous les sens, je tirais les cartes parce que du coup, ma spiritualité avait pris énormément de place pendant mon voyage, ce qui n'était pas le cas avant. Je suis pas quelqu'un de religieux. Enfin, ma mère est religieuse, mais pas plus que ça. Mon père est anti-religion, il est quand même iranien. Il a fui son pays à cause du contexte politique relié à la religion extrême. Donc, j'ai jamais eu en fait d'aspiration religieuse depuis le début, depuis toute petite. Et au final, ce voyage a débloqué un petit peu quelque chose en moi. Et donc, j'ai dû me faire hospitaliser en urgence parce que j'ai complètement pété les plombs. Mon chéri a fait comme il pouvait. Il m'a ramené chez ma mère. Ma mère se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a essayé de me calmer. Et le lendemain, bah, on a dû appeler en fait l'ambulance parce que ça n'allait pas. Je racontais n'importe quoi. J'avais l'impression qu'on était au bout de quelque chose, que l'univers allait se renverser, que c'était la fin du monde. Je voyais des anges, je voyais des démons. J'avais l'impression que telle personne était peut-être diabolique. Il y avait quelque chose de très spirituel, de très le bien, le mal. Et beaucoup de visions. J'avais l'impression que mon grand-père paternel, qui n'est plus de ce monde depuis très longtemps, revenait dans ma vie, qui me donnait des signes, qui me lançait. J'avais vraiment l'impression d'une présence surnaturelle, quelque chose qui me protégeait et en même temps quelque chose dont il fallait que je me méfie. Et c'est cette chose-là qui était un grand mélange dans mon cerveau qui a complètement explosé jusqu'à l'arrivée des ambulanciers en fait qui sont venus me chercher et j'ai été prise en charge donc aux urgences puis ensuite dans un hôpital psychiatrique. Ensuite un second parce qu'au final j'ai été je pense j'ai été placée dans un endroit qui avait de la place mais qui n'était pas peut-être pas qui correspondait peut-être pas à mon cas actuel. Donc j'ai été complètement dans le brouillard, on m'a donné un sédatif je pense parce que j'étais complètement intenable. J'ai failli m'embrouiller avec quelqu'un dans les couloirs des urgences. Vraiment, c'était absolument n'importe quoi dans mon cerveau. Et j'ai passé, du coup, 1 mois en hôpital psychiatrique. Donc, j'ai dû lâcher ma profession, j'ai dû un petit peu lâcher tout ce que j'avais, en fait, lâcher ma vie pour me consacrer à ma santé, parce que j'avais plus le choix. Heureusement, j'ai très vite coopéré, ce qui fait que j'ai pu être prise en charge par des médecins qui prenaient soin de moi et qui m'expliquaient que je me rendais bien compte de toute façon qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que j'avais besoin de professionnels, en fait. Je pense que j'ai toujours su gérer à peu près ma maladie sans même savoir qu'elle existait.
mais je la gérais comme, comme un malade, en fait. Ce qui fait qu'il y a des moments où on a des crises maniaques, on a des crises dépressives, on ne se rend pas compte, on comprend pas, on accepte, on se dit que ça ira mieux demain, mais au final, il y a quand même des phases qu'on a qui sont intenables. Et j'avais besoin à ce moment-là de cette, hospitalisation pour comprendre que je faisais une bouffée délirante aiguë, déjà, en premier lieu, et puis ensuite, surtout, être prise en charge et être diagnostiquée. Parce que j'ai d'abord compris que je faisais une BDA avant de comprendre que j'étais bipolaire. Et ça s'est fait, je pense, au bout d'une semaine ou 2 semaines d'hospitalisation où vraiment on a mis le terme. On m'a dit: «Écoute, il y a des très, très fortes chances que tu sois bipolaire. Voilà, il y a un traitement qui existe». Donc on m'en a parlé alors que j'étais absolument shootée. Je pense qu'on connaît un petit peu, le milieu, psychiatrique où souvent, la réponse, c'est les médicaments. Donc c'est une bonne chose quand on est intenable et que la pensée est confuse et qu'on part dans tous les sens et qu'on a vraiment besoin de soins. Mais sur le coup, c'est peut-être un peu compliqué aussi de devoir accepter qu'on est drogué, en fait, tout simplement. Quand, à 15 heures de l'après-midi, on somnole, on peut plus tenir, on n'a pas le droit de dormir parce que les chambres sont fermées pour éviter qu'on dorme toute la journée. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans notre tête et surtout, il y a ce voyage, en fait, qui tournait en boucle dans ma tête où je me disais: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Il y a 2 semaines auparavant, j'étais en train de visiter des temples, j'étais en train de faire l'ascension du mont Fuji et juste après, je me retrouve en hôpital psychiatrique alors que j'étais censée reprendre ma vie d'avant, retravailler, retrouver mon environnement. Donc en fait, une remise en question, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que j'avais besoin, en fait, de mettre sur papier, tout ça, d'expliquer ce qui m'était arrivé et de comprendre avant de pouvoir l'expliquer et de le transmettre, à tout le monde. Donc cette BDA qui s'est installée petit à petit, ça a été vraiment un tournant dans la maladie. Ça a été ce qui m'a permis d'avoir, ce terme-là, bipolaire, dont je n'ai pas honte, dont je pense qu'on devrait personne ne devrait avoir honte d'être bipolaire, d'avoir une maladie mentale, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Même une maladie physique, je pense que le tabou n'a pas sa place. On est en 2024. Il s'agirait juste d'avancer et de comprendre qu'on est tous, fragiles à certains moments, en fait. On a le droit d'être fragile, on a le droit d'accepter de ne pas être au top tout le temps et cette bouffée délirante aiguë, c'est ce qui a tourné en boucle dans ma tête tout 2021, début 2022, pendant la crise sanitaire. Donc en plus, ça c'est arrivé au pire moment de l'humanité, presque, en tout cas, de ce 21e siècle où vraiment on part dans tous les sens, on ne sait pas ce qui nous arrive, une grosse pandémie qui tombe sur notre tête. J'ai voyagé au Japon en 2020, janvier, donc c'était le tout début, c'était les prémices de la pandémie. Et au final, ça s'est un petit peu greffé à ma bouffée délirante aiguë, où vraiment je sentais que quelque chose de gros allait arriver, qu'on n'était pas préparé, que c'était la fin du monde. Je pense que mon cerveau a pris ça en compte sans le vouloir pour dupliquer un peu les effets de la bouffée délirante aiguë. Ça a été un petit mélange et encore une fois, je me suis enfoncée dans la maladie sans m'en rendre compte. En sortant de l'hôpital, j'ai dû du coup avoir un traitement, donc quetiapine, 300 milligrammes x 2 chaque soir. Petit à petit, il y a les effets un petit peu du cachet qu'il va falloir prendre en compte. Voilà. Donc, en résumé, un petit peu quelque chose de très compliqué qui a pris forme et qui me permet aujourd'hui d'en parler, parce que je pense que c'est important aussi de libérer la parole là-dessus. J'ai pas honte d'être passée par un hôpital psychiatrique pendant 1 mois, sachant qu'aujourd'hui, j'ai une vie on ne peut plus stable que j'ai choisie. Je me suis battue pour avoir cette vie stable. C'est pas facile en tant que malade. Il y a toujours cette petite voix qui nous dit oui, mais si tu n'avais pas de traitement, tu t'en sortirais très bien. Tu n'as pas forcément besoin de ce cachet qui a été diminué depuis 1 an. Tu n'as pas forcément besoin de dormir 10 heures et d'avoir encore envie de traîner un tout petit peu au lit parce que ton cachet t'oblige à dormir. Il y a plein de choses qui fait que je me rends compte que déjà, j'ai pas le choix que de prendre ce traitement, mais il y a toujours cette petite voix qui revient. Et ça, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai envie de prendre la parole aujourd'hui. Déjà, pour que ce soit pas tabou et qu'on puisse peut-être échanger en tant que malade. Je pense que c'est important. On est ensemble, on est tous ensemble, on ne se rend pas compte. On est nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Et si on se serre les coudes comme une vraie communauté, je pense que ça pourrait faire évoluer les choses. On ne devrait pas en tout cas être silencieux. Voilà.
Ouais, et c'est important clairement d'en parler parce que, bah, comme tu le dis, il y a encore des gens qui ont honte et c'est encore tabou et c'est compréhensible pour plein de raisons. Pour revenir à, certaines choses, où ça me fait me poser des questions, c'est notamment la partie décalage horaire et jet lag. Oui. En fait, d'ailleurs, c'est assez rigolo, on est allé au Japon quasiment au même moment. Moi, j'y suis allé en octobre 2019, Ah oui! Ah, c'est quand donc même serré par rapport à mon expérience, c'est fou. pas très loin. Et moi, j'étais en OK. phase, une grosse phase hypomaniaque en plus à l'époque. J'imagine surtout Et avec le voyage, ça devait pas être facile de ouais, gérer. et en fait, je dirais pas que c'est la même expérience que toi, mais il y avait un peu ce côté où, ouais, tu es surexcité, tu as envie de faire plein de trucs et tu rentres et grosso modo, bon, c'était une phase hypomaniaque, donc je suis monté moins haut que toi, mais c'est grâce à cette phase hypomaniaque que enfin, derrière, j'ai eu ma dépression, bon, pas marrant, mais par contre, c'est grâce à cette analyse que j'ai pu comprendre, via un diagnostic par la suite et cetera, que j'étais bipolaire. D'accord. Et je voulais savoir si toi, tu penses que c'est lié au décalage horaire, c'est lié à l'excitation? Que Quelles sont, à ton avis, les raisons justement de cette bouffée délirante? Alors, je pense qu'il y a déjà plusieurs facteurs. On n'est pas seulement sur le décalage horaire, c'est effectivement le décalage horaire en premier parce que quand on veut profiter un maximum du pays, mais qu'on est sur une plage horaire qu'on connaît, on arrive à peu près à se rendre compte de la du jour et de la nuit. On arrive à scinder les deux et de se dire qu'il y a un moment où il faut quand même aller au lit. Sauf que là, le corps n'a pas été préparé. Donc physiquement, moi, j'étais habituée à m'endormir à 1 heure du matin, peut-être 2 heures, peut-être 3. Mais j'avais quand même un sommeil entre guillemets normal, en tout cas de nuit, quand la nuit est présente. Mais au final, j'avais quand même envie de profiter de mes proches et rester en France. Donc de leur communiquer un maximum de mes souvenirs, de leur parler un maximum de ce voyage. Je voulais qu'ils ne ratent absolument rien, comme si en fait je les emmenais dans ma valise avec moi. Et ça, c'est pas possible. On peut pas vivre en même temps ce voyage-là et de l'autre côté rester rattaché à la vie française. Donc il fallait faire un choix, sauf que j'étais immature et surtout malade, en pleine phase maniaque. Donc on n'a pas forcément les idées claires et on se dit pas forcément c'est pas la voie de la raison qui gagne. Donc, je pense que le décalage horaire a été très, très important, mais c'est surtout cette spiritualité qui a pris encore plus de place, parce que j'étais entourée de mon papa et de ma tante, donc 2 personnes d'origine iranienne, qui sont plutôt contre la religion. Ce qui fait que j'ai créé une sorte de, dualité avec eux. D'un côté, il y avait mes proches que j'aime plus que tout, mon papa, ma tante, mais qui ne comprenaient pas forcément ce que j'étais en train de vivre. Cet éveil spirituel, ils ne le comprendraient jamais, en fait. J'avais l'impression de ne pas pouvoir leur partager ce que je vivais vraiment dans les détails. Et en même temps, bah, du coup, je vivais ça seule, avec mes proches restés en France, qui sont peut-être un peu plus au courant de la spiritualité, un peu plus ouverts sur le sujet aussi. Donc, c'était un petit peu comme si je me rattachais à ces 2 camps, entre guillemets. Je vivais le voyage avec mes proches, mon papa, ma tante, et de l'autre côté, je voulais quand même communiquer un maximum de choses, de ce que je venais de comprendre qui s'était débloqué à l'intérieur de moi avec mes proches en France. Donc je pense que c'est vraiment ça le souci. C'est pas seulement le décalage horaire. Il y a aussi le fait qu'en tant que malade, on pense qu'on gère. Je pense que c'est le plus gros souci. On a l'impression de pouvoir gérer seul. On a l'impression que on a besoin de personne. On a besoin d'expliquer qu'on va mal à personne. Je ne sais pas si ça a été ton cas, mais pendant les phases dépressives, j'en ai eu une grosse en 2017 qui a quasiment duré 1 an avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais sur 1 an, je pense qu'on peut parler de phase dépressive assez importante. J'en ai parlé à personne. C'est-à-dire que je mettais un masque et on y va. On va travailler, on va voir ses copains, on va voir ses copines, on va sortir et on va rentrer chez soi et on va dormir. Il y avait vraiment ce côté où j'ai toujours porté un masque. Donc, je pense que c'est encore plus dangereux parce qu'il y a des malades, entre guillemets, je ne sais pas si c'est plus simple, mais en tout cas, c'est plus facile de le détecter. Un malade qui saurait expliquer que juste là, ça va pas. Là, j'ai besoin de temps pour moi, ou la personne qui reste chez elle en expliquant aux autres que c'est pas possible pour elle de sortir. Il y a ce côté un petit peu, c'est entre guillemets un appel à l'aide pour qu'on puisse ensuite tendre la main à cette personne. Moi, ça n'a pas été mon cas. En fait, moi, j'en parle pas. Je m'isole et je fais comme si tout allait bien en continuant à parler par message à mes amis, à ma famille. Du coup, personne ne se doute de rien et je m'enfonce un peu plus dans la maladie.
En tout cas, c'était le cas avant 2020, avant le diagnostic, avant le traitement, avant l'apprentissage des effets secondaires, en fait, de ce médicament qui sont très présents. Il faut en parler. C'est aussi ce qui fait qu'on a envie d'arrêter parce que dès le départ, on se rend compte que c'est terrible, en fait, de se rendre compte qu'on fait que dormir, qu'on a des spasmes, qu'on a du mal à parler à partir d'une certaine heure, que les cachets, quand ils commencent un petit peu à se diffuser dans le corps, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça, bien évidemment, c'est la phase d'adaptation. Après, ça se calme un petit peu, ça se dissipe, euh, ou alors ça disparaît dans le cas où on a vraiment un traitement qui est bien adapté. Après, je prends des grosses pincettes en parlant de disparition parce qu'il y a quand même des moments où, quand on est très fatigué, on prend le cachet. 1 ou 2 heures après, ça peut arriver qu'on soit très fatigué au point de finir au lit. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais oui, le voyage au Japon, du coup, que tu as vécu aussi, est quand même très bouleversant sur le plan mental. Donc, je pense que même une personne qui n'est pas malade peut ressentir des fortes émotions qui font qu'on a l'impression d'être complètement sur une autre planète, en fait. Vraiment, on est extrêmement dépaysé quand on va au Japon. Et je sais qu'un psychiatre avait écrit un livre sur, je sais plus si je l'ai dans ma bibliothèque là tout de suite, mais sur justement ces bipolaires qui partent en Inde et qui ont ce genre de bouffées délirantes aiguës ou de crises accentuées en revenant en France ou en Europe. C'est là, en fait, que la maladie se déclenche et où on arrive à la diagnostiquer. Donc, je pense vraiment qu'il faut prendre en compte le fait que quand on part si loin avec un dépaysement si brutal, c'est difficile, en fait, pour un malade de ne pas péter les plombs. Parce que c'est justement ce moment-là où la maladie va être à son paroxysme, en fait. On va vraiment aller au bout du bout de nos limites, que ce soit sur le plan de la fatigue, du sommeil, sur le plan de la parole, parce qu'au final, moi, en tout cas, ça a été mon cas, j'ai énormément parlé au Japon. Je fatiguais mes proches, j'étais en boucle sur les mêmes choses, je tournais en rond, parce que bah, le cerveau, il y a trop d'informations, en fait, trop d'informations à gérer, trop peu de sommeil. Donc, il y a un moment où forcément, bah, le sommeil, c'est rattaché à la raison. Quand on dort bien, on a plus d'énergie, on est beaucoup plus lucide, on sait ce qu'on raconte, on sait où on est. Ce n'était pas mon cas. Donc, forcément, avec 2, 3 heures de sommeil par nuit, c'est difficile derrière ensuite de garder toute sa tête. Voilà un petit peu pour mon expérience et je pense que oui, effectivement, il faudrait que le terme de bouffée délirante aiguë soit un peu plus connu, l'explique d'une autre façon qu'à travers le prisme des faits divers. Parce que je pense qu'effectivement, on peut être très dangereux pour soi ou pour les autres quand on a une bouffée délirante aiguë. C'est la vérité. Moi, personnellement, j'ai été plus dangereuse pour moi-même, on va dire, parce que oui, c'est vrai que j'aurais pu être violente. Aux urgences, j'avais envie carrément d'en découdre avec une fille qui ne me revenait pas. Dans ma tête, c'était une toxicomane. Je ne sais pas ce que je m'étais inventé à ce moment-là. Et il y avait une petite bagarre où le frère de cette personne, la personne, en tout cas, je pensais que c'était son frère, commençait un petit peu à hausser le ton sur un médecin parce qu'il n'était pas assez pris en charge rapidement à ses yeux. Voilà, donc au final, on se rend compte qu'on peut vite basculer et que ça peut vite devenir dangereux, c'est vrai, mais je ne suis pas non plus dangereuse dans la vie de tous les jours. J'ai jamais été dangereuse dans la vie de tous les jours en 27 ans. Donc oui, on peut avoir des crises, on peut avoir des hauts, on peut avoir des bas, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre vie en tout cas, de notre quotidien. Mais on peut très bien avoir une vie équilibrée et s'en sortir et ne pas avoir besoin des autres forcément pour aller mieux. C'est mon point de vue en tout cas sur le sujet. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Ouais, non, mais je te rejoins dans le sens où, en fait, c'est toujours la même chose. On a tendance à assimiler troubles psychiques et donc bipolarité à criminalité. Alors Malheureusement. que, en tout cas, dans le cas de la bipolarité, j'avais regardé les chiffres il y a un certain temps, il n'y a pas une criminalité qui est plus importante que dans la population générale. Bah, c'est Il plus y a souvent des c'est la addictions. schizophrénie qui est associée à la violence, mais heureusement, entre guillemets, ça évolue. On se rend compte que c'est juste des personnes malades, en fait, qui ont besoin de soins ou d'accompagnement ou de temps, en fait. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a une assimilation et qui est un peu dangereuse et qu'on retrouve même parfois, hélas, chez certains politiciens hein, qui font des amalgames
un peu moyen, mais bon, ça, on rentrera dans le On peut en sujet. parler aussi de leurs erreurs par rapport à ce qu'ils ont les pouvoirs de faire et ce qu'ils ne font pas pour la santé mentale, parce qu'au final, ça Ouais, touche tout le monde. après, tu vois, dans la santé mentale, enfin, c'est toujours la même chose. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à l'incompétence, mais on va pas rentrer trop sur ce sujet-là. Il y a un truc que je trouvais très intéressant et que je tenais à partager, c'est vraiment le côté voyage lointain, gros décalage horaire et l'impact que ça peut avoir. Je pense Parce que oui. que t'es pas la seule, je suis pas le seul. Pour vous donner un petit truc que je fais actuellement, c'est que dès que je vais un petit peu avoir un décalage horaire, ou dès que je pars un peu lointain, je demande toujours à mon psychiatre d'avoir un peu un cachet spécial, et ce qui fait que je recale tout de suite ma nuit. Et Oui, ensuite, j'essaie de rester quand même un petit peu de temps sur place pour ne pas avoir ce côté à tout vouloir faire en accéléré et aussi réhabituer mon corps et pouvoir profiter aussi de pouvoir m'habituer et de pas toujours être dans le jet lag H24. bien sûr. Donc ça, petit truc. Et un autre truc que je voulais partager pendant que j'y pense, c'est lorsqu'on voyage, on va dire relativement peu et pendant des périodes relativement longues, ça va. Par contre, les métiers où vous devez bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps, attention quand même. Je tiens à le dire d'extérieur, je pense qu'il faut toujours voir avec son psychiatre, on est tous différents, mais je pense que c'était intéressant de le dire. Et après, euh, il y a un sujet aussi que tu as un peu évoqué, ouais, un peu enfin, assez intéressant et que j'ai envie de creuser, en fait, c'est la partie bouffée délirante et spiritualité Mhm. où c'est pas la première fois qu'on m'en parle et pourquoi ce lien? Et en fait, moi, je n'ai pas vécu de bouffée délirante, donc je veux vraiment juste savoir, en fait. Eh bien, je peux dire que tu as de la chance, parce que c'est quand même pas très fun. Il y a forcément un lien avec les voyages lointains, parce que souvent, quand on s'éloigne un petit peu, on a une autre perspective, un, deux, trois. Quand on s'éloigne un petit peu, on a une autre perception un petit peu de la vie, du quotidien et de la religion. Parce qu'au final, en France, ou en tout cas en Europe, on a des temples, c'est vrai, on a aussi des cathédrales, on a des mosquées, on a tout ce qu'il faut, mais il y a vraiment ce côté fermé. En tout cas, c'était mon point de vue. J'avais l'impression que pour explorer un petit peu sa religion, sa spiritualité, il fallait se rendre quelque part. Là, il y a eu quelque chose d'ouvert. C'était en tout cas mon point de vue au Japon, qui fait que les temples sont tous ouverts. Vraiment, il y a quelque chose de très... on sort du bureau, juste au pied du bureau, il y a un temple où on peut y aller à 3 heures du matin, ce qui a été mon cas, par exemple. À 3 heures du matin, ça m'arrivait tout à fait de prendre mon sac et de fermer la porte de l'hôtel et de partir juste pour me détendre un petit peu et me recentrer. Donc, il y a eu aussi ce côté où je n'aurais pas eu cette crise si j'avais pas été au Japon. Ça, j'en suis persuadée. Ça a été dupliqué parce que c'est tombé à un moment où j'étais entourée de personnes qui ne pouvaient pas forcément comprendre ce que j'étais en train de vivre. Donc, je me suis enfermée là-dedans. Mais c'est vrai qu'une bouffée délirante aiguë en France, il faut qu'il y ait un déclic. Je pense qu'il faut y avoir quelque chose, il faut vraiment arriver au bout du bout. Et c'est difficile de l'avoir dans un quotidien, entre guillemets, assez classique. Le travail, les amis, etc. OK. Mais quelque chose de très routinier, entre guillemets, qui nous protège en tant que malade. Moi, cette bouffée délirante aiguë, ça s'est un petit peu agrandi petit à petit en voyant les statues représentant des démons qui protégeaient le temple. De l'autre côté, en fait, comme je ne parle pas japonais, ce qui fait que j'ai été encore plus tournée vers mes propres ressentis, mon propre instinct. J'avais pas besoin d'explication parce que j'avais l'impression d'être connectée et de tout comprendre. J'ai eu comme si j'avais eu un déclic en me rendant compte que mais en fait la nature est magnifique, le soleil est fantastique, les arbres sont incroyables, les gens sont tellement gentils ici. Ce n'est pas le cas en France où il y a de l'agressivité. Je me suis souvenue juste d'une petite scène où j'étais dans un restaurant. J'avais laissé mon sac sous la chaise, je l'avais oublié. On était sortis du restaurant. 5 minutes plus tard, je me rends compte de mon oubli. On repart au restaurant avec mon appareil photo réflexe à 500 balles, mais peut-être 600 euros convertis. Vraiment, j'avais tout dedans et il était tel quel, ouvert sur le sol. Ça ne serait jamais arrivé en France. On va pas se mentir, on oublie un sac, même quand on est juste à côté, ça peut arriver de se le faire voler. Au Japon, c'est pas le cas. Donc il y a quelque chose de tellement paradoxal, tellement différent de notre quotidien,
que, en fait, l'esprit, petit à petit, s'évapore. Notre raison s'évapore. On a l'impression d'être dans un monde parallèle où vraiment, c'est pas possible, en fait. Les gens sont gentils, sont respectueux, ils osent pas le ton, ils sont très courtois, très polis. Il y a quelque chose de très dupliqué dans les ressentis. Et forcément, bah, c'est cette découverte, l'ascension du mont Fuji, que je souhaite à tout le monde de pouvoir tester parce que c'est incroyable, c'est fantastique. Mais en même temps, quand on n'a pas les épaules solides et qu'en plus on essaye d'être attaché en France en communiquant 3 heures du matin au téléphone jusqu'à 5 heures du matin, heure locale du Japon, et ensuite commencer la journée à 9 heures du matin parce que mon papa et ma tante se lèvent tôt. Donc forcément, il fallait qu'on profite quand même un petit peu de la journée. Donc je mettais mon réveil exprès. Donc je bloquais mon sommeil quand il arrivait. Parce que quand même, je dormais. Je pense que j'aurais pu dormir jusqu'à 14 heures de l'après-midi et avoir une vie tout à fait normale, ce qui n'était pas possible parce qu'à 14 heures de l'après-midi, il y a déjà le petit déjeuner, le déjeuner qui est passé et je peux pas ce voyage seul. Donc tout ça pour dire que cette bouffée délirante aiguë s'est vraiment installée progressivement. Je pensais que c'était une simple crise avec des simples insomnies qui n'étaient pas gérées, jusqu'au moment où mon père m'a donné 2 petits cachets à base de plantes qui sont quand même très forts. C'est naturel, mais c'est quand même très fort. En temps normal, ils m'ont passé un seul. Je dormais au bout d'une heure et demie. Il m'en a passé 2. Au bout de 4 heures, je dormais toujours pas. C'est-à-dire que j'étais toujours sur, j'étais une pile électrique, j'étais intenable. J'avais envie de faire 1000 choses, j'avais envie de marcher un maximum, de découvrir un maximum, même si j'étais là 10 jours. Au final, 10 jours, c'est peu pour découvrir un pays entier, ou en tout cas une ville entière et ses alentours. Je pense qu'il y a vraiment un lien avec le dépaysement, avec le voyage lointain, surtout quand on n'a pas la même culture. C'est-à-dire qu'un voyage aux États-Unis, j'ai déjà fait New York quand j'avais 18 ans, ça m'a pas retourné le cerveau. C'était juste un très beau voyage, j'ai profité, c'était fantastique, mais ça restait la grande ville, ça restait, je connais tout ça, entre guillemets. Je connaissais pas les buildings aussi hauts, mais c'était quand même quelque chose de familier. L'anglais aussi était familier. Je parlais un petit peu, j'ai des notions, je me débrouille très bien. C'était pas le cas au Japon. C'est vraiment, on rentre chez quelqu'un d'autre, entre guillemets, on rentre dans un nouveau pays, on découvre un petit peu leur nouvelle culture et ça fait un décalage, autant que le décalage horaire, un décalage mental, en fait. On est sur deux créneaux différents. Je vois pas comment le dire autrement. Euh, voilà. Donc au final, cette bouffée délirante aiguë, moi, je la vois pas comme quelque chose de malheureux, de terrible, qui a renversé mon cerveau, qui a fait que j'étais plus en capacité de gérer. C'était le cas. Mais je la vois vraiment avec le recul comme un soulagement. Parce que si j'avais pas fait ce voyage-là, je serais encore là avec mes hauts et mes bas, sans comprendre, en me disant que je suis juste un petit peu plus extrême que les autres. J'ai peut-être un peu plus d'émotions que les autres. Ouais, je suis peut-être un petit peu plus énergique que les autres. Mais c'est pas vrai, parce qu'au final, 3 mois plus tard, je peux quand même finir au lit pendant 2 semaines, voire plus. Donc, il fallait en fait que j'arrive à ce moment-là de ma vie, 2020, pour me faire hospitaliser et qu'on puisse me dire, voilà, maintenant tu auras un cachet à vie. C'est comme ça. Je dis pas que des fois, je me dis peut-être que oui, d'ici 5 à 10 ans, peut-être que j'arrêterai mon cachet. C'est une petite pensée que j'ai dans ma tête. Je ne le ferai sûrement jamais, mais je me dis que je pourrais m'en sortir. Par contre, effectivement, on en a parlé, il faut un quotidien, il faut une stabilité. Je pense que même le fait de voyager souvent dans le cadre du travail, je ne vois pas comment c'est possible de faire ça tout en ayant cette maladie-là, tout en ayant une vie familiale, une vie amoureuse, une vie équilibrée sur tous les plans. Parce que je pense qu'un malade qui est contrôlé, entre guillemets, un malade qui vit bien sa vie, est un malade qui arrive à trouver un équilibre dans tous les aspects de sa vie. C'est pas simplement le travail, c'est pas simplement la vie amoureuse, c'est un tout. Et pour cet équilibre-là, il faut trouver juste l'environnement qui nous convient le plus, le métier qui nous convient le plus. Moi, j'habite à Lyon après avoir quitté Paris, où je vivais depuis toute petite, parce que j'avais besoin d'espace, de verdure, de facilité de conduire facilement sans être dans les bouchons. Tout soit un petit peu plus facile et surtout me détacher un petit peu de cet environnement qui m'a un petit peu rendu malade, hein, on peut le dire. L'environnement de la région parisienne n'est pas forcément le plus facile, surtout que j'ai un métier que je peux exercer à distance. Donc, tant qu'à faire, autant avoir directement le télétravail, pouvoir travailler de chez soi, être auprès de mon petit chien, d'avoir mon équilibre de vie amoureux, etc. Donc, c'est très important, je pense, d'avoir aussi, de construire sa vie à partir de la maladie. Et tu parlais aussi des grands voyages, de cette préparation qu'il faut avoir. Je pense qu'elle est primordiale de se dire,
on va faire un voyage assez lointain, comme tu dis, prendre un cachet, demander au psychiatre qui nous donne un cachet pour nous permettre de dormir la première journée pour nous fixer aux horaires locales. Ou alors, euh, peut-être, comment dire, j'essaie de trouver d'autres alternatives, mais en fait, je pense que c'est la meilleure parce que j'ai fait un voyage, je donne un petit exemple, en 2023 à Montréal. C'était un grand voyage aussi. On reste dans une grande ville, ça parle français, donc c'est pas ultra dépaysant, mais ça reste un très long voyage. J'avais très peur. Je me suis dit, si ça se trouve, je vais repartir en crise, même si j'ai un cachet. Si ça se trouve, je vais pas gérer et je vais partir en live. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que j'ai fait comme toi. En fait, j'ai fait une petite insomnie au début pour me caler directement à l'horaire du Canada, l'horaire de Montréal, et ça s'est très bien passé. Sauf que j'ai dû faire des choix. Je prenais mon cachet peut-être un peu plus tôt le soir pour dormir mieux, pour mieux profiter de la journée, et pour pas avoir ce sentiment de frustration qui m'a amené à profiter jour et nuit de ma vie au Japon, ou de ce voyage en tout cas au Japon. Euh, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, je suis partie un peu dans tous les sens. Mais c'est super, Nina, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vraiment ton témoignage et comment tu ressens les choses. Et Merci. moi, ce que j'entends, c'est que tu t'es vraiment adapté. Et C'est c'est ça. ça qui est porteur d'espoir, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a une différence, et chacun est différent, et chacun a une bipolarité différente, mais c'est à peu près des schémas que moi je vois tout le temps, c'est on s'adapte, on accepte que bah, on va devoir faire les choses différemment, qu'on va devoir trouver des routines, qu'on va trouver un petit peu une vie qui va correspondre à notre différence. C'est ça. Et à partir de là, quand on accepte bah, qu'on a fait par exemple une bouffée délirante, bah, on roule après. Par contre, il faut vraiment passer ce stade. Et il y a un point que je voulais aussi évoquer, c'est tu as écrit un bouquin et c'est génial. Maintenant, même l'écriture en tant que telle, parce qu'on n'est pas tous obligés d'écrire des bouquins, Bien évidemment. personnellement, moi, m'aide énormément. J'écris énormément dans un journal intime, que ce soit, enfin, entre guillemets, papier ou même avec mon PC. Bien sûr. Est-ce que ça me permet un peu de décharger, d'exprimer ses pensées et comment enfin, est-ce que ça t'a aidé et comment est-ce que ça a pu t'aider si c'était le cas d'ailleurs? Alors, oui, effectivement, bah, en fait, je suis journaliste, mais avant ça, j'écris depuis toute petite. C'est-à-dire que quand j'avais 11 ans, j'écrivais des petits poèmes. Alors ça valait ce que ça valait, hein, mais j'ai toujours écrit, en fait, j'écrivais des résumés de films, j'écrivais des petites critiques quand j'en avais 15 ans, pardon. J'ai toujours eu cette écriture, très proche, en fait, dans ma vie. Ça a une grande importance. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas dans ma vie, il fallait que je le couche sur papier. Quand ça allait, il fallait aussi que je l'écrive. Les to-do list, j'en ai toujours sur mon bureau, écrite à la main, bien sûr. L'écriture a toujours fait partie de moi. Et en fait, quand j'ai pris ma plume en 2021, début 2022, je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé à écrire. Je crois que c'était fin 2021, début 2022 où j'ai commencé mon livre. Je voulais juste écrire mon histoire pour comprendre ce qui m'était arrivé. Les 10 premières pages, c'était ça. Au bout de la 20e page, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quelque chose à raconter et surtout, il y a quelque chose à partager. J'ai pas envie d'écrire ma biographie parce que j'ai une vie super et que je suis incroyable. C'est pas du tout le propos. J'ai voulu prendre ma plume pour pouvoir expliquer un petit peu par où je suis passée. Parce que quand j'étais à l'hôpital et que ça tournait en boucle dans ma tête en me disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Si j'avais eu un livre entre les mains qui me parlait de cette fameuse crise de bouffée délirante aiguë qui peut arriver à n'importe qui, je pense que je l'aurais vécu peut-être un peu mieux. Ou en tout cas, j'aurais trouvé un certain soutien que j'ai pas forcément trouvé parce que dans mon entourage, même si j'ai des personnes qui sont touchées par la maladie mentale, il a fallu que je libère la parole pour le savoir. Donc au final, quand j'ai créé mon compte Instagram bipolarité.renaissance, il y a plein de personnes qui sont venues me parler juste pour me partager un petit peu leur propre vécu, leur propre expérience. Des personnes des fois que je connais, qui font partie de mon entourage et on n'en avait jamais parlé avant. Donc au final, il faut arriver à ce point-là et l'écriture, moi, c'est ce que je conseille à tout le monde. Effectivement, on n'est pas obligé d'écrire un livre. On peut même écrire quelques petits mots dans un cahier, les relire plus tard, partager nos sentiments, nos émotions. Et à partir de là, juste nous-mêmes essayer d'organiser notre pensée. Quand ça va pas, on peut très bien trouver une oreille attentive et partager nos ressentis. Mais je pense que de l'écrire, on garde une trace déjà pour commencer. Et ensuite, on peut y revenir un an plus tard et se rendre compte du chemin qui a été fait. On parcourt un chemin monstre chaque année, chaque mois en tant que malade. J'ai trouvé cette stabilité, mais je l'avais pas avant. J'ai même été barmaid de nuit à un moment parce que la nuit faisait partie de mon quotidien.
J'avais besoin d'être encore vivante la nuit et je me suis dit, bah, quoi de mieux que de trouver un travail de nuit. Hop, on concilie les deux passions. Sauf que c'est pas sain, déjà, comme milieu, de travailler la nuit. En plus de travailler dans le milieu de la restauration, du bar, de la danse, etc. On va pas dire que c'est le milieu le plus sain du monde. Euh, donc, il fallait que je sorte un petit peu de tout ça. Et je pense que ce voyage au Japon a été un tournant de me dire, OK, tu veux pas prendre soin de ta santé, on va t'y obliger. Tu vas devoir aller à l'hôpital psychiatrique, tu vas devoir avoir un traitement, tu vas devoir apprendre à vivre avec ce traitement, ce qui n'a pas été simple, parce que quand on se couche à 3 heures du matin et quand on prend le traitement et qu'on se rend compte qu'à 10 heures du matin, on commence déjà à piquer du nez, il faut l'accepter. Il faut accepter aussi qu'à midi, des fois, on est au lit et qu'on est encore un peu fatigué parce que le cachet nous terrasse. Au début, en tout cas, du traitement, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. J'ai dû apprendre en quelques mois, voire un an, ne serait-ce que d'accepter mentalement que j'allais être rattachée à un petit cachet blanc, en fait. Voilà, ça fait partie de ma vie. C'est comme une pilule. On la met dans son sac, on l'oublie pas. On la met un petit peu partout dans la maison au cas où pour y penser. On met son réveil. Moi, en tout cas, j'ai mon petit réveil pour me le rappeler tous les jours. J'adapte en fonction de mes horaires. Mon travail, j'ai demandé un 100% télétravail pour ça, pour pouvoir m'adapter, parce que quand je travaille à 7 heures du matin et qu'il faut prendre le métro à 6 heures, etc., c'est compliqué avec un cachet. Donc, un 100% de télétravail me permet de terminer autant à 23 heures qu'à 15h30 de l'après-midi, parce que j'ai des horaires un petit peu décalés du lundi au dimanche. Donc, c'était pas forcément compatible, en tout cas, si je voulais absolument être sereine sur tous les plans de ma vie et trouver une stabilité. Moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est à toutes ces personnes malades, en tout cas toutes les personnes qui sont dans mon cas aussi et qui ont des expériences similaires, c'est de trouver leur propre stabilité. Ça peut être avec l'écriture, ça peut être une aide, mais il n'y a pas que ça. Il faut trouver aussi comment adapter ce petit cachet blanc ou peut-être d'autres couleurs, je ne sais pas. Moi, en tout cas, la ketchupine est blanche. De l'adapter sur tous les plans de leur vie, d'essayer de trouver ce qui n'est pas cohérent avec une vie stable, de l'éliminer progressivement et de ne pas avoir peur de changer. Ça a été un grand dilemme dans ma tête, de me dire, il faut que j'apprenne à concevoir une nouvelle Nina, une nouvelle vie autour de cette maladie, qui a été finalement enfin, le diagnostic de cette maladie a été quand même très logique. J'ai pas sauté au plafond quand on me l'a dit. J'ai même pas battu des cils. En fait, je me suis dit, bah oui, bien sûr, bien évidemment, je suis bipolaire, c'est logique. Je suis toujours en décalage par rapport aux autres, j'ai trop d'énergie ou alors pas assez. C'est pas normal. C'était ma normalité pendant 24 ans, mais ça ne l'est plus. Donc, il faut concevoir un petit peu tout ça, accepter la nouvelle personne qu'on est, la personne peut-être moins fêtarde parce qu'elle dort plus, évidemment, la personne qui finalement se rend compte qu'elle n'a pas forcément besoin de beaucoup d'artifices pour être heureuse, la personne qui n'a pas forcément besoin d'être ultra ambitieuse et de monter les échelons un à un comme elle pensait, hein, juste en ayant sa petite stabilité, son petit confort de vie, ses proches triés sur le volet, et ça se passe très bien. On peut très bien vivre tout à fait de façon équilibrée en étant malade. C'est vraiment pas incompatible. Au contraire même. Je pense qu'on Ouais. peut très bien s'en sortir. Non, mais c'est bien que tu le dises parce que je pense qu'on le répétera jamais assez. C'est qu'on peut Malheureusement. avoir une vie hyper épanouie, on peut bosser à temps plein. Et maintenant, voilà, ça demande des adaptations et chacun trouve un petit peu son propre chemin vers son rétablissement. Et C'est ça. c'est vraiment un chemin individuel. Alors, tu vois, moi, je pense qu'il y a quand même des étapes, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, Upstage et même l'association s'appelle les étapes de l'espoir. Donc, bon, Je trouve ça génial d'ailleurs. c'est assez logique. Mais bon, en tout cas, moi, je te rejoins totalement. Alors, je pose toujours une dernière question. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale, Nina? Alors, je pense que ce qui est le plus important, en tout cas à mes yeux, c'est d'avoir un accompagnement psychologique depuis tout jeune, en tout cas depuis l'adolescence. Des fameuses séances chez le psy qui sont remboursées. Ça me semble vraiment primordial parce que c'est bien de soigner les conséquences d'une maladie, mais c'est encore mieux de la prévenir et d'apprendre à vivre avec toute sa vie avant de finir en bouffée délirante aiguë à l'autre bout du monde, en étant prise en charge de manière urgente et de passer un mois dans un hôpital psychiatrique. Je pense que ça n'aide personne en fait. La société n'est pas forcément... elle gagne absolument rien à soigner juste les symptômes.
il faudrait, à mes yeux en tout cas, que chaque personne, malade ou pas malade, dès l'adolescence en tout cas, puisse avoir des séances remboursées chez le psychologue, ne serait-ce que pour comprendre quand il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas tous entourés de psychologues et de psychiatres, donc on n'est pas forcément tous au courant, même si on entend parler de la schizophrénie, de la bipolarité, des crises anxieuses, etc. Enfin, il y a plein de choses dans cette société dont on parle un peu plus. La santé mentale, on y accorde un peu plus d'importance. Mais la maladie mentale telle qu'elle, je trouve qu'elle est un peu reléguée au second plan. Et c'est ce qui fait que souvent, on a des diagnostics tardifs. C'est un problème. C'est un problème d'avoir appris à 23, 24 ans que j'étais bipolaire. Alors que j'aurais pu avoir une adolescence tout à fait normale, sans haut, sans bas, sans mon année 2017 qui a été marquée par les crises dépressives. Euh, et encore, je pense que je suis chanceuse parce que j'ai jamais eu d'envie suicidaire. Pendant mes phases dépressives, je pense qu'on peut en parler parce qu'il y a beaucoup de dépressifs malheureusement qui songent et qui peuvent aussi passer à l'acte. J'ai toujours eu cette petite voix qui me donnait l'impression que ça allait s'arrêter. Un jour ou l'autre, ça allait mieux. Ça allait aller mieux en tout cas. Euh, et si on avait eu des séances chez le psy remboursées relativement fréquentes, ça peut être une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, en fonction des besoins, mais vraiment qu'on crée ce besoin, qu'on se rende compte qu'on en a besoin, en fait, de juste d'un accompagnement d'une personne qui nous écoute. On vide notre sac, on passe à autre chose. Avoir un espèce de moment, une safe place, comme on peut dire, avec un psy qui nous accompagne d'année en année. Je pense que ce serait pas trop demandé plutôt que au final, devoir soigner des personnes de peut-être 40, 50 ans qui ont passé une vie de déséquilibre et qui ont besoin d'un accompagnement à vie pour le restant de leur jour, parce qu'au final, elles ont tellement testé leurs limites sans s'en rendre compte qu'on finit avec des personnes dépressives qui peuvent plus travailler, des personnes qui sont tellement maniaques que du jour au lendemain, elles ont envie d'une nouvelle profession, de tester un nouveau voyage. Et la vie n'est pas forcément équilibrée. Alors que si on avait eu un accompagnement psychologique remboursé, parce que c'est pas accessible à toutes les bourses, entre 60 et 120 euros la séance chez le psy. On n'est pas tous milliardaires. C'est difficile de joindre les deux bouts et même si on a cet argent à dédier à ces séances-là, est-ce qu'on en a vraiment envie sur le coup? Parce qu'au final, ce qu'on se dit, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin forcément de cette séance chez le psy. Oui, je vais voir mes copines, je vais boire un verre avec elles et ça ira mieux après. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas suffisant. C'est bien, c'est très bien d'avoir un environnement avec des proches, avec lesquels on peut décompresser, mais c'est pas suffisant. Je pense que ce serait vraiment ce qui manque. Parce que je pense que si j'avais eu d'autres séances un peu plus poussées, j'en serais peut-être pas arrivée là. Et surtout, parce que j'ai vu quand même plusieurs psys en sortant de ma poche cet argent-là, de bon cœur, mais au final, financièrement, il y a un moment où on peut plus assurer. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas. Je souhaite à toutes les personnes qui m'écoutent d'avoir de très grandes bourses qui leur permettent ça. Moi, j'ai dû faire des choix et puis le coût de la vie est tellement compliqué, je pense qu'il faudrait prendre en compte. On peut parler de bipolarité, mais même toutes les maladies, on a tous besoin d'un accompagnement psy, malade ou pas malade. Je pense que juste avoir un moment où on décharge un petit peu de nos émotions, où on est écouté et où potentiellement on peut être redirigé vers un psychiatre en cas de besoin, parce que le psychologue estimera que c'est pas de son ressort. Je pense que voilà, c'est ce Oui, qui me semblerait bien de changer un petit peu dans cette société. non, clairement, mais il va y avoir pas mal d'avancées, hein, enfin, il y a des choses qui se passent en ce Oui, moment et d'ailleurs on fait un peu partie des changements, mais voilà, enfin, en tout cas, ouais, non, je c'est suis encore d'accord, hein, fragile, mais oui, ça avance. l'accès, bah, normalement, bah, là, l'épisode, je sais pas quand il va être tourné, mais théoriquement, enfin, on est en train de faire un projet de loi justement pour permettre la facilité, le remboursement des séances chez le psychologue, etc., au moins pour les mineurs, et voire même, a priori. Mais il y a des choses quand même qui évoluent. Alors, c'est long, mais je suis totalement d'accord, et c'est bien parce que ça va, pour une fois, ça va dans le bon sens dans ce que tu dis, et c'est pas toujours le cas. Bien sûr, après, c'est vrai que les choses sont quand même encore un petit peu longues. Je trouve qu'il y a encore des dépressifs qu'on juge parce qu'ils ne sont pas capables de travailler, alors qu'au final, juste avec quelques séances chez le psy, le fait de ne pas se sentir seul, parce que, bon, après, on me demande souvent, oui, c'est quoi le mode d'emploi pour avoir une vie stable en tant que bipolaire? Il n'y en a pas. Déjà, il n'y en a pas. Et surtout, pourquoi est-ce que je racontais ça? Je me suis perdue dans ma pensée. J'ai raconté juste ça parce que on peut avoir une vie stable, mais il faut que tout le reste le soit. On peut avoir, par exemple, une famille qui est complètement
maltraitante, avec un entourage malsain, des violences conjugales, et on rajoute par-dessus la maladie. C'est pas possible de trouver une sérénité. Donc, j'ai aussi tout autour de moi qui fait que j'ai cette chance-là de pouvoir m'en être sortie. Mais sans accompagnement psy durable et régulier, avec en plus un environnement nocif, comment on s'en sort? Moi, c'est vraiment ma question. C'est que je parle, je porte-parole de personne, mais je me dis que une personne bipolaire qui a en plus autour d'elle d'autres difficultés, on rajoute en plus des séances chez le psy qui sont payantes et pas toujours remboursées, ou en tout cas peut-être pas le même psychologue qu'on aurait en gratuit qu'en payant, pas le même service aussi, parce que ça reste un service à mes yeux. C'est compliqué. C'est compliqué. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un psy. J'ai déboursé moi-même parce que les séances chez le psychiatre n'étaient pas à la hauteur. On n'avait que 2-3 minutes pour parler tous les 3 à 6 mois. Donc, j'avais besoin de débourser cet argent-là pour voir un psy, mais je me dis qu'une personne qui n'a pas forcément un bon entourage ou un bon travail, etc., a besoin qu'on la dirige sans qu'elle le demande vers un psy. Ça devrait être logique, en fait. Ça devrait être le chemin logique. Voilà. C'est ce que j'aimerais voir changer un petit peu dans les années à venir. J'espère pas dans les décennies à venir, mais dans 1 ou 2 ou 3 ans, peut-être. J'ai peut-être Non, eu non, mais plus, je sais ça pas. avance clairement sur le sujet mais c'est très intéressant en tout cas et je vais dans ton sens, hein, le fait d'avoir possibilité d'avoir recours à un psychologue. Maintenant, il y a plein d'autres choses qui existent et tu Bien vois, sûr. tu en fais partie avec ton livre. Le fait, tu vois, du délire à la Renaissance, donc bipolarité du délire à la Renaissance, exactement, c'est Mmh. c'est pour citer. Bah, justement, le fait de l'expliquer, d'en parler, c'est par la lecture, c'est une manière de s'aider, par l'écriture. Donc voilà, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qu'on peut déjà faire maintenant. Mmh. Et je te remercie en tout cas pour ton partage, Nina, et Merci ta à toi bonne pour ton humeur, écoute. et le fait que tu sois porteuse aussi d'espoir. Et si tu as un petit mot de la fin, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bah, écoutez, je pense que le petit mot de la fin, c'est: vous êtes pas seuls. On n'est pas seuls. On est tous ensemble et si on se tient un peu la main, où on partage nos expériences, on partage nos similitudes par rapport à la maladie, comment on la gère, on sera plus fort déjà, et de pas en faire un tabou, ne serait-ce que dans notre entourage. Quand j'ai publié ce livre, vraiment, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de points d'interrogation dans mon entourage parce que je l'ai un peu annoncé, en fait, ma maladie, au même moment que la publication de mon livre, en tout cas l'entourage un petit peu plus éloigné. Donc le mot de la fin, ce serait vraiment: n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à vous faire juger, peut-être pas dans le milieu professionnel si vous estimez que c'est pas compatible. Trouvez d'abord votre stabilité avant, parce que c'est encore un petit peu dangereux d'en parler dans le milieu du travail, on va être sincère. Mais c'est possible de mener une vie tout à fait logique, tout à fait stable, en tout cas tout à fait équilibrée avec la maladie. Et voilà, petit à petit, on va libérer la parole sur le sujet pour prouver qu'il n'y a pas de honte à être malade. Merci encore, Nina. À très Merci bientôt. beaucoup. Ciao. Salut. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.